Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous lire un long extrait de l'ouvrage L'énigme René Guénon et les supérieurs inconnus, contribution à l'étude de l'histoire mondiale souterraine, par Louis Demestre chez Archer Milano. L'ouvrage date de 2004. C'est un ouvrage de recherche plutôt universitaire. Il est assez cher à l'achat. Je vais bien évidemment essayer de vous trouver un lien et de vous le mettre en description pour ceux qui veulent pouvoir accéder au livre. Le terme de supérieurs inconnus ne vous est pas étranger, j'imagine. Pour ceux qui ne sauraient pas ce dont il s'agit, je vous invite à lire l'excellent livre de Serge Hutin, Gouvernants invisibles et Société secrète. Dans tous les cas, j'ai même fait des vidéos déjà sur les supérieurs inconnus de l'humanité. Je vais essayer aussi de retrouver les liens, de vous les mettre en description. Alors, le patronyme de l'auteur, donc Louis Demestre, évoque la noble et célèbre famille originaire de Savoie, avec laquelle il n'a pourtant aucun lien de parenté, famille dont le rejeton le plus illustre fut catholique et franc-maçon illuminé, diplomate et écrivain qualifié de réactionnaire. Il participa, coïncidence singulière, au débat qui eut lieu de son temps également sur les supérieurs inconnus. Précision. Dans le sillage de l'œuvre de René Guénon, on a choisi de qualifier ici les théories de Madame Blavatsky de théosophisme et ses disciples de théosophistes. Seule la fondatrice de la société théosophique a par convenance été qualifiée de théosophe russe. Cette règle ne s'applique évidemment pas lorsqu'il s'agit de citations de textes écrits par des membres de la ST, c'est-à-dire la société théosophique, lesquels désignent leur théorie sous le nom de théosophie et se désignent eux-mêmes comme des théosophes. Au sujet de la doctrine et des disciples de Sabbatai Tzvi, on a opté pour les termes choisis par les traducteurs de son énorme biographie due à Gershom Scholem, lesquels utilisent les termes sabbataïsme et sabbataïste, mais on pourra trouver aussi, tiré d'autres traductions ou études, les termes sabbatien ou sabbatéen. Alors je vous lis ici les abréviations qui sont utilisées dans l'ouvrage. On aura RIS, qui veut dire Revue internationale des sociétés secrètes, la FAM, la France antimaçonnique, CR, compte rendu René Guénon, EFMC, ça porte vers René Guénon, études sur la franc-maçonnerie et le compagnonnage, ESRG, ésotérisme et christianisme autour de René Guénon, de Marie-France James, HPB, Elena Petrovna Blavatsky, bien sûr, ST, donc Société théosophique, HB of L, Hermetic Brotherhood of Luxor, B of L, Brotherhood of Luxor, Otto, Ordo Templi Orientis, OTR, Ordre du Temple rénové. Avant-propos. Le célèbre homme d'État et écrivain Benjamin Disraeli soutenait que, d'une manière générale, tous les grands événements de l'histoire ont été travestis et que la plupart de leurs causes ont été tenues cachées. Quant aux principales figures, toujours selon Disraeli, elles n'apparaissent jamais sur la scène officielle. En revanche, les événements qui y sont représentés restent incompris et sont mal interprétés. L'histoire elle-même, en somme, finirait selon ces considérations par être une vaste mystification. S'il fallait prendre à la lettre ce qu'affirme Disraeli, les historiens de profession devraient s'aviser de changer de métier. Leur travail scientifique serait inévitablement soupçonné d'avoir été élaboré à la lumière d'intérêts partisans, de thèses préconstruites et d'une incurable superficialité. Il y a peut-être une part d'exagération dans la thèse du grand conservateur britannique, mais à coup sûr, il y a aussi une part de vérité. Il s'agit cependant d'une vérité au sujet de laquelle il faut être très prudent, la mystification pouvant en effet faire son apparition lorsque, sous prétexte d'enquêter sur les causes occultes de l'histoire, on le fait sans citer les sources utilisées et de manière par trop désinvolte. Pour se convaincre de ce qu'il y a de vrai dans les affirmations de Disraeli, il suffit de se pencher sur le livre d'un auteur qui, en matière d'histoire, semble être un spécialiste. Nous trouvons dans son ouvrage, simultanément, une double mais antithétique confirmation de ce qu'on a exposé en commençant, le personnage principal qui n'apparaît pas sur la scène, et dès lors que l'auteur accepte de manière acritique le rôle assigné à ce personnage, la mystification. Avocat et historien spécialisé dans plusieurs questions de politique internationale, David Fromkin a écrit un volumineux et important ouvrage sur les conséquences de la chute de l'Empire ottoman. Mais il l'a fait en exposant aussi des faits qui, tels qu'ils sont racontés, nous semblent peu vraisemblables et donc discutables.
À lire cet auteur, ceux qui croient que la nouvelle carte du Moyen-Orient fut redessinée après la défaite des empires centraux et de la Turquie dans la Grande Guerre par les puissances victorieuses se trompent complètement. Un obscur et jeune officier arabe, dont on ne sait quasiment rien sinon qu'il mourut en 1920 dans une escarmouche tribale, Mohammad Sharif al-Farouki, au sein de ce qui allait se révéler ensuite une énorme bulle de savon, abolit et corrigea les frontières d'État et d'Empire au cours de confuses tractations entre la résidence britannique, l'émir de la Mecque et les leaders nationalistes arabes, chaque parti en cause le prenant pour le porte-parole des autres. La bulle de savon consistait dans le fait que cet al-Faraki prétendait être le porte-parole de puissantes sociétés secrètes arabes. Or, l'intelligence britannique le crut. Mais si on en croit ce récit, al-Farouki en réalité agissait à titre personnel et sans aucun mandat. Ainsi donc, voilà Lord Kitchener, Winston Churchill, Sir Mark Skies, les stratèges impérialistes anglais, l'intelligence service transformés en personnages naïfs et mal avisés, qui auraient été influencés par les prétentions gratuites d'un bédouin quelconque. Le personnage négligé devient ainsi un deus ex machina de la géopolitique moyenne-orientale de l'époque, les responsables des puissances de l'entente, des seconds rôles dont l'action a été mal interprétée. Nous estimons qu'il faut plus qu'un simple acte de foi pour croire à une interprétation si peu convaincante des événements concernés. Une telle façon d'écrire l'histoire est quelque chose d'énigmatique, et ce pour une raison bien précise, elle n'est pas le fait d'un dilettante fantaisiste, mais d'un auteur érudit et sérieusement formé qui utilise des moyens de recherche et d'analyse des sources très sophistiqués. La thèse de l'auteur fait partie de ces expédients conceptuels qui conduisent à observer de plus près certaines méthodes historiographiques. Par contraste, elle est un excellent encouragement à étudier certains événements qui, négligés car estimés, dans le meilleur des cas, de peu d'importance, ont en réalité plus droit à l'enquête scientifique et à la notoriété qu'on ne veut bien l'admettre. Si nous avons pris David Fromkin comme exemple, ce n'est pas par hasard, mais parce que ce qu'il écrit est en relation directe avec certaines considérations que nous développerons à propos d'événements historiques concernant le Moyen-Orient, événements que Fromkin a cru devoir minimiser à la différence des incroyables performances d'al-Farouki. Mais ce n'est pas dans les ouvrages d'histoire, ou du moins pas uniquement en eux, que nous avons trouvé l'inspiration pour tenter d'écrire non une histoire secrète, expression en soi contradictoire, mais l'histoire de certains secrets qui constituent une partie importante de l'histoire tout court, non en vertu d'un choix humain, mais parce qu'il y a dans le monde contingent quelque chose qui va au-delà et qui est au-dessus de l'histoire. La raison de notre recherche a pour point de départ ce que l'ésotériste René Guénon, se servant du pseudonyme Le Sphinx, tout à la fois original et stéréotypé, écrivit au début de la deuxième décennie du XXe siècle dans un petit, dans tous les sens du terme, hebdomadaire qui avait pour titre « La France anti-maçonnique ». Ces articles abordaient de manière polémique plusieurs thèmes alors non inédits pour la presse de ce type, mais les traitaient avec beaucoup d'originalité et du moins pour ce qui concerne certains de leurs aspects, avec une indéniable maîtrise. Les thèmes abordés dans les colonnes de cet hebdomadaire ne seront plus étudiés au cours de la longue carrière d'auteur traditionnel de René Guénon, une circonstance qui a pour corollaire de le placer, à la lumière précisément de ses exposés doctrinaux, dans une position ambiguë. Le moment venu, nous verrons les raisons de cette ambiguïté. Mais nous tenons à souligner dès maintenant que la principale de ces raisons concerne la prétention, à la fois gratuite et assez peu traditionnelle, de tenir cachées ses propres sources, mettant ainsi souvent le lecteur dans l'imposition incommode de devoir accepter ce qui lui est soumis, comme s'il s'agissait des décisions ex-cathedra du pape. Avec cette différence que la plus haute autorité spirituelle de l'Église catholique n'a recours que très rarement à ce privilège, alors que la prétention de Guénon, grossie par bon nombre de ses inlassables admirateurs, semble impliquer, elle, l'exercice d'une infaillibilité à temps plein. Ceux qui penseraient que notre ouvrage est dirigé contre l'œuvre de Guénon du seul fait qu'il en critique certaines parties, lesquels ne concernent pas de toute façon la doctrine ni le symbolisme, se tromperaient lourdement. Tout au contraire, le tenant pour un auteur digne d'attention, nous aurons souvent recours à son autorité et à ses affirmations. Mais seuls ceux qui se réclament aveuglément de son œuvre peuvent croire que Guénon ne saurait être contesté. Bon nombre de lecteurs sont dans ce cas convaincus que le maître a toujours raison. Ces personnes qui ne savent pas distinguer entre les critiques dures le cas échéant et les agressions, entre les objections, toujours légitimes quand elles sont motivées, et les insultes, vivent toute tentative de remise en cause de certaines affirmations de Guénon comme un crime de lèse-majesté, crime qui n'atteint pas seulement l'auteur en question, mais aussi elle-même en tant qu'elles appartiendraient à l'élite occidentale.
Face au besoin de trouver des prétextes pour s'opposer à certaines initiatives peu appréciées, il conviendrait peut-être d'accorder plus d'importance à la nécessité d'approfondir les aspects problématiques de l'activité de Guénon qu'à la légitimité de la critique. Assurément, les personnes en question, qui semblent ignorer totalement combien ces polémiques, comprises dans leur juste valeur, sont importantes et justifiées au sein précisément des milieux traditionnels, sont importantes, trouveront des entreprises comme la nôtre non seulement inopportunes, mais conceptuellement délictueuses. Pour leur défense, il faut dire que d'un certain point de vue, elles ont raison. Ayant acquis une mentalité partisane au point de créer autour d'elles de véritables sectes, avec tout ce qui s'ensuit, y compris l'exploitation à différents titres des disciples, elles ont tout intérêt à ce que certaines choses restent dans l'ombre et à ce que l'on ne cherche jamais à faire la lumière sur elles. La force de ces gens réside précisément en ceci qu'ils vivent dans un monde d'équivoques, au sein duquel, dépositaires supposés de secrets auxquels on ne saurait faire allusion que de façon elle-même hermétique, ils se meuvent à leur aise, prospèrent et peuvent faire étalage sans obstacle de leur maîtrise initiatique souvent inventée. Ils attendent des critiques de l'œuvre de Guénon une attitude semblable à celle de certains gadgets que l'on place derrière le pare-brise de sa voiture et qui paraissent toujours dire oui avec la tête. Par la force des choses, ceux qui auront la bonté et la patience de nous suivre le comprendront aisément. Ce que nous exposerons n'a pas la prétention d'éclaircir de manière définitive les problèmes historiques abordés, voire pour plusieurs d'entre eux de les traiter de façon satisfaisante. À la lumière de l'histoire officielle, ces événements peuvent paraître marginaux, mais on verra que leurs implications réservent d'intéressantes surprises. On trouvera dans cet ouvrage plus de questions que de réponses, dans l'espoir que d'autres, avec plus de talent et de moyens que nous, viendront remplir les espaces que nous avons laissés en blanc. Nous avons cherché à éviter le style trompeur et fuyant de certains clients de l'ésotérisme, en indiquant en tant que possible les sources parfaitement contrôlables de nos affirmations. Il ne faut pas confondre avec des révélations d'origine non humaine, non susceptibles de modification. Tout auteur qui se respecte défend ses thèses comme s'il s'agissait d'argumentations indiscutables. C'est là un sentiment humain, justifié dans une certaine mesure, faute duquel on peut même se croire en présence de plumitifs intéressés. Pareille attitude, surtout quand il s'agit d'histoire et de faits, a naturellement ses limites, dictées par le bien fondé, la documentation et l'absence d'intérêt partisan. C'est pourquoi, tout en réclamant dès maintenant l'indulgence pour d'éventuelles, voire inévitables erreurs, nous serons très heureux de corriger, de compléter, aussi de changer ce qui dans cet ouvrage ne touche pas nos fermes et intimes convictions, à condition cependant que de possibles objections soient fondées non sur des bavardages superficiels et gratuits, mais sur des documents convaincants et des arguments sérieux. Décembre 2002. Chapitre 1. Les énigmes d'une collaboration, René Guénon et la France anti-maçonnique. Une alliance inattendue à la recherche d'un pouvoir occulte. Une alliance inattendue. Rendant compte d'un article du père Lucien Roure paru dans la revue Études en juillet 1932, et qu'il mettait directement en cause ainsi que son œuvre, René Guénon affirmait de manière péremptoire « Nous n'avons point à informer le public de nos véritables sources, c'est-à-dire celles-ci ne comportent point de référence. » Si le ton catégorique et âpre d'une telle déclaration pouvait avoir quelque justification à cause des façons ni toujours convaincantes ni appropriées dont on contestait ses écrits, sous l'angle de la recherche historique, la prétention de Guénon de ne pas révéler ses sources à ses lecteurs n'est pas acceptable. Dans le meilleur des cas, pareils propos constituent un manque de courtoisie envers le public pour lequel il écrivait. En effet, Guénon n'entendait pas du tout confiner son œuvre à un cadre abstraitement théorique, mais visait particulièrement à favoriser, fût-ce avec discrétion, des choix pratiques. C'est pourquoi son refus de ne pas renseigner ses lecteurs sur ses sources laisse pour le moins perplexe. La connaissance exacte des sources, quelles qu'elles soient, et la nécessité d'avoir des références précises sont, contrairement à l'opinion guénonienne à ce sujet, un droit fondamental de tout individu intéressé par l'enseignement écrit et oral d'un quelconque auteur. Il est difficile de ne pas éprouver de l'irritation et de ne pas exprimer un jugement sévère sur l'attitude adoptée par Guénon dans des circonstances comme celle-ci. Attitude suffisante et hautaine qu'il ne songea jamais à atténuer, encore moins à répudier, puisqu'il était profondément convaincu d'exposer des données traditionnelles dont la valeur était indépendante de l'individualité chargée de les exprimer. Mais la position consistant à vouloir cacher les origines de son enseignement a pour conséquence quasi inévitable d'inscrire ce dernier dans le brumeux territoire du doute et de l'incertitude, là où la science sacrée est privée de la boussole infaillible d'une foi profonde et d'une référence précise, risque de se transformer en quelque forme de mystification. Les écrits de René Guénon, que leur auteur voulait d'une solidité à toute épreuve, sont donc ainsi assimilés, contre sa volonté,
à ceux de nombreux auteurs dont le flou dans les citations et la pauvreté dans les références conduisent de manière quasi automatique à l'idée qu'on est en présence de constructions individuelles imaginatives. Par là, nous n'entendons pas fournir un jugement sommaire et négatif sur les livres de Guénon, ni les vider de toute autorité. Nous entendons seulement souligner une donnée de fait importante, à savoir qu'il ne faut pas se contenter de la parole d'un auteur comme garantie du contenu des textes qu'il a élaborés. Sans aller jusqu'à soutenir que les écrits de Guénon représentent l'événement intellectuel le plus important qui se soit produit en Occident depuis la fin du Moyen-Âge, nous estimons qu'ils offrent l'occasion d'une réflexion profonde, tout en orientant vers des formes de connaissance et des considérations extrêmement éloignées de celles que la mentalité moderne rationnelle et utilitaire nous impose couramment. Les écrits de René Guénon se présentent dans leur ensemble comme une œuvre unitaire, un complexe organique où tout se tient et dont le noyau est constitué par une doctrine métaphysique qui, selon Guénon, traduit dans un langage occidental un enseignement reçu par voie directe des maîtres orientaux restés anonymes. Cependant, comme on le verra plus loin, les origines et le développement de cet enseignement se sont produits dans un contexte non pas seulement problématique, mais carrément déconcertant sous un certain rapport. Contrairement aux déclarations de Guénon, répétées avec une grande fermeté, son œuvre n'est pas du tout dissociée de sa personnalité énigmatique et présente des aspects par rapport auxquels son individualité ne s'éclipse pas complètement. En outre, ses écrits pris dans leur ensemble présentent des choses de valeur inégale. Ses argumentations ne sont pas toujours irrépréhensibles, ni ses affirmations exactes. Ce sont là des faiblesses qu'on ne peut lui pardonner que pour partie, étant donné que d'habitude, il n'était guère charitable quand il rencontrait ces mêmes méfaits chez autrui. Il ne serait pas moins malhonnête de nier que ses livres présentaient dans leur ensemble une originalité intrinsèque, spécialement quand on les compare au bric-à-brac et la médiocrité qui caractérisent trop souvent les études à prétention ésotérique. En outre, Guénon a fait preuve dans l'élaboration de ses écrits d'un sérieux que même ses adversaires lui reconnaissent volontiers, uni à la grande sûreté avec laquelle il exposait sa pensée. Cette qualité est devenue l'une des raisons du succès de son œuvre. Au fond, c'est sur ces caractéristiques que repose la grandeur de cette œuvre, qui s'accompagne cependant d'une certaine faiblesse alimentée par son auteur lui-même, avec sa volonté de cacher et de soustraire ses sources à tout possible contrôle ultérieur. Guénon a ainsi rendu inaccessibles les éléments de comparaison qui auraient pu sans doute contribuer aux clarifications nécessaires. On sait bien que les aspects les moins rigoureux d'une œuvre sont une des raisons donnant naissance à des enquêtes supplémentaires. Cette faiblesse ouvre un champ fécond de recherche possible pour ceux qui ne sont pas indifférents à l'œuvre de Guénon. Mus par les intentions les plus variées, beaucoup se sont déjà mesurés avec des fortunes diverses à l'analyse de l'enseignement guénonien. Certains en particulier se sont distingués dans la tentative d'éclairer les origines d'un phénomène que Guénon avait cru bon d'envelopper d'un silence discret. Il n'est certes pas facile d'examiner de façon objective les résultats de ces tentatives. Tout ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que ces travaux sont loin d'être dénués d'intérêt. En effet, toute entreprise qui poursuit un objectif de clarification peut devenir le prétexte d'autres recherches plus approfondies. Ces travaux, évidemment, ne sont pas destinés à rencontrer l'approbation des nombreux apologistes de Guénon qui, se référant aux lumières de la métaphysique et à une orthodoxie aux contours imprécis, préfèrent ne pas aborder certains problèmes. Pour surmonter certaines difficultés, il se fie à l'inventivité personnelle, trouvant ainsi des justifications difficiles à soutenir. Mais il s'agit en l'espèce de remplacer l'intérêt de la recherche par l'intérêt partisan. Il n'est pas nécessaire de s'occuper trop longtemps de ces peu objectives défenses d'office, tout comme il n'est pas nécessaire d'en appeler aux exigences de la vérité pour justifier des investigations dont le seul but est de chercher à éclairer certains problèmes restés non résolus sur les origines de l'enseignement de Guénon. Ce type de travail serait sans doute une bonne occasion de mettre au jour ce que certains voudraient, pour des motifs infondés, voir rester caché pour une certaine catégorie de lecteurs. Au fond, n'était-ce pas Guénon lui-même qui se demandait de manière rhétorique « Tout ne doit-il pas se retrouver à la fin du Manvatara pour servir de point de départ à l'élaboration du cycle futur ?» Guénon voulait faire ressortir clairement que ses recherches et enquêtes n'avaient pas du tout le caractère d'une initiative individuelle, mais de quelque chose où il jouait le rôle d'instrument intellectuel. Si cette prétention n'était pas uniquement, comme c'est en effet probable, le fruit de son imagination, de qui pouvait-il avoir reçu la charge de mener ces investigations et quels étaient leurs vrais buts ? Afin de mieux poser ce difficile problème et de mettre encore plus nettement en évidence le caractère de son mandat, il faut rappeler que Guénon déclara à Madame Noël Maurice Denis Boulet n'être entré dans l'église gnostique que pour la démolir.
genre de travail pour le moins discutable quand il est le fait d'un métaphysicien. Bien sûr, on ne saurait accepter sans réserve pareille affirmation, mais on ne peut pas non plus la rejeter a priori, comme si Guénon avait été un mythomane. Le fait même que ces articles publiés dans les lointaines années de la revue La Gnose se signalent par l'expression d'une pensée cohérente et que leur exposition contrastait avec le niveau de pensée vraiment misérable des autres collaborateurs suppose, à la base de son travail de clarification radicale, une formation intellectuelle solide que l'on ne peut assurément pas trouver chez un vulgaire mystificateur. Les multiples et complexes notions dont il était déjà en possession ne doivent pas être attribuées uniquement à l'influence d'un Maggioi ou d'un Barlet, mais ne peuvent pas non plus relever exclusivement de son génie individuel. En réalité, dans leur structure la plus profonde, elles doivent être mises en relation avec l'origine de la mission dont Guénon se sentait investi. C'est à cette tâche présumée qu'il a rattaché plusieurs de ses initiatives de jeunesse vraiment énigmatiques, en apparence très éloignées de ses intérêts publiquement exprimés, initiatives qui n'ont pas manqué de provoquer étonnement et inquiétude, même chez ses lecteurs les plus fidèles. Parmi ces initiatives, il faut ranger sa collaboration à une petite revue antimaçonnique fondée en 1887 par le célèbre Léo Taxil et dirigée par celui-ci jusqu'en 1895, année où la direction de l'hebdomadaire fut confiée à Abel Clarin de la Rive, 1855-1914, publiciste et écrivain prolifique. Ce journal de 12 pages eut pour titre jusqu'en mai 1910 La France chrétienne, avant de s'appeler La France chrétienne antimaçonnique, pour devenir enfin en janvier 1911 la France antimaçonnique, sans qu'il soit possible de deviner la cause précise de ces changements. On peut tout au plus soupçonner derrière ces changements de titre la présence alors impalpable de Guénon. Abstraction faite de ce problème mineur, les tentatives pour expliquer les motifs qui conduisirent Guénon à collaborer à cette publication, si éloignée dans la forme et l'esprit de ses idées et si étrangère à ses fréquentations individuelles de l'époque, semblent vouées à l'échec. Du côté catholique aussi bien que du côté maçonnique, cette entreprise a été jugée et expliquée à la lumière parfois bien faible des convictions partisanes réciproques, mais sans pour autant devenir plus déchiffrables. Pour élucider une initiative aussi inexplicable, la tentative entreprise ici ne sera peut-être pas plus satisfaisante que les précédentes. On espère du moins qu'elle servira à favoriser une recherche plus méthodique dans un domaine qui n'est pas circonscrit par les seules questions biographiques, bien que celle-ci soit loin d'être sans intérêt, nonobstant l'axiome constamment répété par Guénon selon lequel les individualités ne comptent pas. La première observation à faire sur cette activité journalistique de Guénon, c'est qu'elle resta pendant longtemps, pratiquement jusqu'à son décès, inconnue de la quasi-totalité de ses lecteurs. Même si le témoignage tardif de Luc Benoît précisa que dès 1931, Guénon avait signalé l'existence de ces pages quelques collaborateurs du voile d'Isis, aucun écho de cela ne franchit jusqu'en 1951 les limites de ce cercle restreint. On ne sait pas non plus si Guénon fournit en même temps à ces chanceuses personnes quelques précisions supplémentaires sur les sujets traités dans les colonnes de La Femme et sur les raisons de sa collaboration. À en juger par les résultats, il semble qu'une... Donc Femme, c'est France antimaçonnique. Il semble qu'une éventualité de ce genre ne se soit jamais présentée. Évidemment, les personnes en question ne se sentaient pas autorisées à demander des explications de ce type, la parole inattaquable de maître constituant pour elles une garantie suffisante. Ce qui est presque certain en revanche, c'est que Guénon manifesta en l'occurrence la claire volonté de n'apparaître en aucune façon et publiquement comme l'auteur de ces textes. Ceci ressort sans équivoque de la recommandation explicite contenue dans une lettre à Luc Benoît, où Guénon écrit textuellement « Toutes ces indications sont pour vous personnellement, mais vis-à-vis du public, je tiens absolument à ce qu'il ne soit fait mention de rien d'autre que de ce qui est apparu avec la signature de René Guénon. » Si le désir de garder le secret à cause des thèmes traités dans ces textes est compréhensible, moins compréhensible est le fait que Guénon, pour aider Benoît à retrouver les articles parus dans La Femme, lui ait conseillé de s'adresser en 1934 à Olivier de Frémont. En effet, dès 1932, Jean Rayor citait un passage de l'article « L'énigme » et l'attribuait à une personne autorisée, prouvant ainsi qu'il était lui-même au courant de l'existence de ces articles. Peut-être s'agissait-il de les retrouver dans leur intégralité, comme semble l'indiquer Luc Benoît lui-même, mais il ne faut pas du tout exclure, et ceci vaut comme observation générale, qu'en certaines occasions, Guénon jugeait opportun de traiter avec ses correspondants de manière différente. Ce n'est qu'après la mort de Guénon que Paul Chacornac dévoilera au public, dans le numéro spécial nécrologique de la revue Études traditionnelles, cette collaboration à La Femme, précisant de façon erronée
qu'elle couvrit les années 1913 et 1914, alors que cette chronologie doit en fait être modifiée, du moins pour ce qui concerne les débuts. Une information de ce genre devait naturellement surprendre ceux qui, du moins en ce qui concernait les questions maçonniques, s'étaient fait de Guénon une idée très différente. Ce fut précisément pour dissiper cette impression de trouble qu'un an plus tard, Jean Rayor intervint, fournissant de nouveaux détails sur les articles parus dans La Femme, et dont certains allaient d'ailleurs être republiés dans Études traditionnelles. Rayor écrivait, je cite, « Malgré les explications données à ce sujet par notre directeur, beaucoup de lecteurs n'ont pas dû apprendre sans surprise la participation de René Guénon à un organe de combat de cette sorte. Monsieur de Larive offrit à René Guénon la possibilité d'ouvrir aux catholiques et aux maçons eux-mêmes des perspectives alors nouvelles sur la nature de la maçonnerie et l'extrême complexité de la question maçonnique. » Malheureusement, ceci n'était pas une explication, mais seulement des mots par lesquels Rayor tentait plutôt maladroitement de contrer la mauvaise impression provoquée par une révélation, entre guillemets, qui avait assurément constitué, pour ceux qui lisaient Guénon et croyaient bien le connaître, une désagréable surprise. Du reste, Jean Rayor, plutôt que coutumier du fait, était sûrement le premier à ne pas croire à cette apparence d'explication, comme en témoigne sans équivoque son document confidentiel inédit. Je cite, « En fait, la collaboration de René Guénon à la France antimaçonnique est dans son ordre presque aussi énigmatique que l'affaire de l'ordre du Temple. Car si de façon anonyme mais certaine, avant de signer le Sphinx, Guénon avait commencé de donner à La Femme une véritable collaboration à partir de juillet 1913, c'est dès 1910, et peut-être 1909, mais je ne peux pas l'affirmer n'ayant pas les textes sous main, qu'il utilisa La Femme, donc France antimaçonnique, comme tribune pour répondre à ses adversaires occultistes. La Femme étant une revue, un journal plutôt, ultra-catholique, ayant pour but de combattre tous les occultismes, toutes les sociétés secrètes, lues dans les presbytères et les sacristies, on reste perplexe devant de tels articles du Sphinx, les abonnés devraient l'être aussi. Fin de la citation. Bien que l'on puisse légitimement douter que Rayor ait dit tout ce qu'il savait sur ce singulier épisode, on croit comprendre, en fonction de la teneur de sa déclaration, que même les fidèles d'entre les fidèles de Guénon étaient tenus dans les limbes de la plus totale ignorance relativement à certaines activités culturelles passées de celui qu'ils considéraient comme un maître. En fait, ils étaient dans la même position, ni plus ni moins, que celle des malchanceux lecteurs. Dans ces conditions, il est évident qu'au sujet de la collaboration de Guénon à La Femme, on ne peut formuler que de simples hypothèses. Celles-ci doivent d'abord tenir compte de l'étrange alliance de Guénon avec Clarin de Larive, auteur enclin à la polygraphie, catholique, monarchiste, qui avait été autrefois au service du comte de Chambord, reposant aussi bien sur le contenu général des articles que sur les caractéristiques du milieu auquel ils étaient destinés. Les hypothèses, sans avoir la moindre prétention d'être incontestables, devraient cependant apparaître vraisemblables, du moins jusqu'à ce que quelques personnes mieux informées ou quelque autre document apporte une contribution en mesure de mieux éclairer une affaire si embrouillée. Si l'on a employé ici l'expression « étrange alliance » en raison de la formation très différente des deux protagonistes, il faut cependant rappeler que la collaboration d'occultistes et de maçons, avec ceux qui s'étaient fixés comme but de les combattre officiellement, collaboration suspecte dans certains cas, ne constituait pas en soi un fait exceptionnel. Elle semble même faire partie des règles du jeu, et on la retrouve toujours ou presque derrière les polémiques féroces qui naissent autour des questions maçonniques. Il n'est en effet pas rare de constater que l'intérêt des anti-maçons à rechercher une coopération active dépasse de fait le stade du pur état de nécessité dicté par le souci d'être bien documenté pour déborder sur un domaine obscur où il s'avère difficile de distinguer les figures précises des parties adverses et les vraies finalités de leur lutte. Non qu'il faille obligatoirement douter de la bonne foi de la plupart des protagonistes. C'est uniquement la nature réelle des forces en présence qui, parfois, les implique dans des situations imprévues et, la plupart du temps, non désirées. Un exemple emblématique de ce phénomène est constitué par le cas du plus célèbre des écrivains antimaçonniques, l'abbé Augustin Baruel, inspirateur inégalé de générations entières de polémistes antisectaires. Car Baruel se vantait, non sans quelque ambiguïté, d'avoir eu des relations directes avec la franc-maçonnerie. Son âpre polémique reposait d'ailleurs sur les documents de l'allemand Johann August Stark, fondateur du rite maçonnique templier des clercs, théologien luthérien en odeur de crypto-catholicisme et grand adversaire des Illuminés de Bavière. On pourrait multiplier à volonté les exemples de ce type, en particulier pour le XVIIIe siècle, le phénomène étant concomitant au développement et au perfectionnement de la diplomatie secrète,
qui vit la naissance des différents services de renseignement comme organismes à part entière, libérés du cadre de leurs tâches politico-sociales primitives. Considérée dans cette optique, l'alliance du directeur de l'AGNOS avec le directeur de la France antimaçonnique n'aurait donc pas en soi le caractère si singulier que l'on est tenté dans un premier moment de lui conférer. Bien plus délicat à expliquer est le rôle prédominant joué par Guénon dans la rédaction de l'organe antimaçonnique en question, pour ne pas parler de l'autorité qui lui fut reconnue, d'après ce que l'on peut deviner par le groupe qui gravitait autour de Clarin de la Rive. On est également étonné par la liberté qu'eut Guénon de polémiquer avec une revue sœur, la Revue internationale des sociétés secrètes, se lançant dans une dispute vraiment extraordinaire dont l'objet était les insaisissables chefs occultes de la secte entre guillemets les supérieurs inconnus, dispute dont on analysera plus loin quelques-unes des étapes les plus intéressantes. En cette période de sa vie, plus qu'en tout autre, Guénon, caché derrière le masque d'un anonymat impénétrable, fit alors preuve de remarquables dispositions de caméléon. Il n'en avait certes pas l'exclusivité, ces dispositions appartenant à tous les personnages qui apparaissent tour à tour et souvent simultanément sous les déguisements individuels les plus hétérogènes. Ces individus sont capables de s'afficher comme occultistes ou anti-occultistes, maçons ou anti-maçons, ultra-catholiques ou libres-penseurs, selon les circonstances et les fréquentations, mais sans rien laisser transpirer de leurs convictions réelles. Il y a souvent quelque chose de paradoxal dans leurs manifestations. Le meilleur exemple étant fourni par Guénon lui-même, dans les pages d'une revue qui publiait parfois des articles qu'on pourrait dire à juste titre farcis d'occultisme. La gnose, il lançait le projet d'une ligne anti-occultiste proclamant sa solidarité en soi nullement condamnable, mais peu claire dans ce contexte particulier, avec le catholicisme dans sa lutte contre le modernisme. On peut bien sûr attribuer ces événements à la nature même du psychisme humain, qui présente souvent au travers des phénomènes hétérogènes qu'il exprime, des aspects contradictoires, et ce même chez des individus supérieurs à la moyenne. Certains antimaçons ont probablement été affectés par une variante de ce qu'on a appelé le syndrome de Stockholm. L'étude assidue d'un sujet et la fréquentation mentale continuelle de ce sujet se traduisent peu à peu, à cause d'une familiarité acquise, en une sympathie secrète et inavouable. Et ceci en dépit du fait que l'on nourrissait initialement des sentiments hostiles au sujet étudié. Par la suite, ces sentiments pourront subsister, mais d'une manière tout à fait superficielle. Il faut cependant ajouter que le climat enveloppé de secrets dans lequel sont plongés des hommes comme Guénon et certains de ses adversaires fait d'eux des cas encore plus énigmatiques et au fond étrangers à la simplicité relative du cadre psychologique décrit plus haut. La nature intérieure de ces individus et leur formation intellectuelle sont en relation étroite avec une discipline occulte pratiquée dans des écoles dont les maîtres ne se fient pas toujours aux simples lois de la psychologie. Et l'on veut espérer que ce qui sera exposé plus loin réussira à justifier des considérations de ce type, le cas échéant en ayant recours à des exemples spécifiques capables de dissiper le soupçon que ces considérations sont le simple produit d'une logique romanesque. Pour en revenir aux tentatives d'explication de la collaboration de René Guénon à la France antimaçonnique, redisons qu'elles ont été le fait de tendances opposées, généralement soucieuses de mettre en relief leurs convictions propres plutôt que la vérité historique objective. Robert Amadou, par exemple, a voulu voir dans cet épisode une sorte de provocation antimaçonnique, du reste rapidement réduite à néant par le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Inversement, un auteur catholique a interprété l'épisode comme une infiltration maçonnique dans le camp catholique. En effet, Marie-France James n'a pas hésité à écrire, je cite, « Ainsi, dans l'ignorance des irréversibles affiliations de l'ésotériste et maçon René Guénon, il, Clarin de la Rive, recrute ce dernier comme rédacteur à la France chrétienne antimaçonnique. » Fin de citation. Mais M.F. James, comme du reste Jean Rayor, aura sans doute été la première personne à ne pas croire à ce qu'elle écrivait et qui relevait plus des préjugés avec lesquels elle avait rédigé sa fiche bibliographique sur Clarin de la Rive que d'un examen objectif des faits. Chez certains auteurs, si grande est la crainte de voir leur thèse, souvent préconstruite, ruinée par la vérité, qu'ils cherchent à tout prix des solutions alternatives. Ce faisant, ils se privent de surcroît de l'occasion de parvenir à découvrir les éléments qui pourraient au contraire éclairer les points obscurs pris en considération par eux. En réalité, il n'y a jamais eu d'infiltration de René Guénon dans la rédaction de La Femme, pour la bonne et simple raison que Clarin de la Rive était parfaitement au courant de son affiliation maçonnique. Comme l'écrivait Jean Rayor dans son document confidentiel inédit, je cite, « Qu'il fût maçon, il a certainement su, à n'en pouvoir douter.
Contrairement aux affirmations répétées de l'universitaire canadienne, parmi les catholiques qui entrèrent alors en relation avec Guénon, bien peu devaient ignorer sa qualité de franc-maçon. Sinon, comment expliquer que Madame Noël Maurice Denis Boulet ait écrit en parlant de lui, je cite, « Pour nous catholiques, c'est naturellement l'aspect maçon qui nous inquiétait le plus ». On pourrait également douter, malgré sa longue expérience professionnelle, du flair du directeur de la femme, entre autres choses soi-disant spécialiste des questions islamiques. Mais le fait qu'il suivait attentivement les travaux de T. Palingenius dans la gnose, au point de reproduire dans son journal un article de caractère nettement maçonnique, à titre purement documentaire, suffit à éliminer le moindre doute à ce sujet. Pourtant, redisons que ce n'est certainement pas l'accord conclu entre les deux directeurs, appartenant, du moins officiellement, à des camps exactement opposés, qui constitue une surprise. Celle-ci tient à l'espace offert à Guénon dans cette revue de Clarin de la Rive et à la confiance illimitée que celui-ci lui accorda, au point d'en faire son secrétaire de rédaction, ainsi que son successeur. Tout aussi peu compréhensibles sont les raisons pour lesquelles il fut permis à Guénon de soulever une âpre polémique avec la RISS de Monseigneur Ernest Jouin, revue du même camp mais plus robuste, d'ailleurs citée par la femme et par Guénon, comme une autorité et suivie avec sympathie. La seule chose que l'on puisse affirmer avec certitude, c'est que, en plus des connaissances personnelles de Guénon, l'une des sources documentaires de cette controverse était constituée par un dossier extrêmement confidentiel en possession de Clarin de la Rive. En vertu de cette circonstance, on comprend mieux l'étonnement mêlé de désapprobation manifesté par M.F. James en constatant que Clarin de la Rive laisse notre auteur, Guénon, consulter toute une documentation inédite sur l'affaire Taxila. C'est précisément ce dossier, selon Girayor, que Guénon devait tirer la conviction que, loin d'être simplement une plaisanterie de mauvais goût, les prétendues révélations sur le luciférianisme de la maçonnerie représentaient une très grave manifestation de la contre-initiation. Fin de la citation. La première question qu'il semble légitime de se poser à propos de ces documents, appelés par M.F. James dossier Taxil le Chartier, c'est de savoir s'il n'aurait pas par hasard joué quelque rôle dans l'instauration de liens étroits entre Guénon et Clarin de la Rive, qui ensuite, d'un commun accord, pourrait avoir pensé les utiliser avec profit. Si de la Rive, le catholique, rendit ces documents accessibles à Guénon le franc-maçon, c'est parce que, au sujet de leur importance, il partageait l'opinion de son adversaire. Opinion en mesure d'offrir à leur collaboration une perspective dépassant les différences qui jusque-là caractérisaient leurs intérêts respectifs. Quelle pouvait donc être cette conviction commune? Il faut immédiatement exclure la réponse qui semble la plus naturelle, à savoir que Guénon s'est présenté au directeur de la femme comme un missionnaire chargé de démolir de l'intérieur les organisations occultistes. Même si en principe un tel projet eût recueilli l'appui inconditionnel de Clarin de la Rive, celui-ci était tout sauf un naïf et n'aurait jamais accueilli à bras ouverts un tel collaborateur sur la seule base de déclarations si vagues et invérifiables. Nous aurons le temps de faire plus ample connaissance avec ce vétéran de l'antimaçonnisme. Pour le moment, contentons-nous de douter, et non sans raison, qu'il ait été cet homme d'une aussi incontestable bonne foi que nous présente Guénon. Pour réunir ces deux auteurs et favoriser entre eux cet esprit de collaboration à toute épreuve, qui devait se changer rapidement en une solide amitié, il fallait un intérêt capable de rapprocher leurs opinions respectives, dont la croyance en l'existence d'une catégorie spéciale des arrière-loges de taxilienne mémoire. La chose la plus difficile, c'est de comprendre comment s'accorder exactement leur point de vue sur ces officines, inspiratrices des tendances les plus inquiétantes du monde profane, centre d'action secret d'un pouvoir occulte. Il ne s'agissait pas exclusivement de la maçonnerie, au sujet de laquelle leurs convictions différaient alors peut-être moins qu'on se pourrait croire, mais de quelque chose de bien plus mystérieux. À ce sujet, Guénon parlera toujours de choses bien autrement cachées que la maçonnerie, à propos de laquelle il pensait avec indulgence que la question des arrière-loges ne se posait pas, chose bien placée au centre de cette série de sociétés secrètes superposées qu'avait théorisé un autre ami de Clarin de la Rive, l'ex-maçon Copin Albancelli. Il est bon de garder à l'esprit ces sociétés superposées, car beaucoup plus tard, Guénon se servira de cette image pour illustrer la structure des centres spirituels et des hiérarchies initiatiques, mais sans arriver à conférer au pouvoir occulte une identité précise comme faisait en son temps Copin Albancelli, qui, changeant d'opinion au gré des circonstances, identifiait ces choses bien cachées, tantôt à un groupe de juifs, tantôt à la puissance germanique, ennemie héréditaire. S'il faut prêter foi à ce qui a été transmis par Rayor et Chacornac, donc foi à Guénon lui-même, qui est la première source d'information des deux précédents, l'existence de ces groupes occultes dispersés de par le monde
constituait précisément l'objet de la documentation du dossier mentionné plus haut. Mais quelle était donc l'origine de ces documents et pourquoi étaient-ils si importants aux yeux de nos deux amis? Une partie du dossier était formée par les papiers personnels de Clarin de la Rive, réunis à l'époque où il avait été l'une des dupes les plus célèbres et actives de Taxil et en contact avec l'étrange Louis Le Chartier, un personnage difficile à cerner, mais extraordinairement original à sa façon. Attribuer au directeur de la femme la qualification peu flatteuse de dupe n'est peut-être pas tout à fait juste, car il n'est pas certain qu'il se doit contenter, au cours de la célèbre affaire Taxil, de jouer le rôle de simple instrument involontaire de bonne foi. Quoi qu'il en soit, il faut préciser que, contrairement à ce que l'on raconte, ce respectable homme de lettres n'a eu aucun mérite dans le dévoilement de l'imposture de Léo Taxil. Non seulement il n'existe dans sa correspondance avec l'abbé de Bessony aucun indice venant conforter cette thèse, mais au contraire, la lecture de ces lettres donne la nette impression que même après les aveux publics de Taxil, Clarin de la Rive désirait persévérer dans la mystification désormais patente. S'il fut une dupe, il fut une dupe de haut rang, avec une fonction d'intermédiaire entre les inspirateurs du taxilisme et la troupe nombreuse des naïfs qui s'empressaient de répandre les révélations entre guillemets de Taxil et du docteur Bataille auprès d'un vaste public. S'il est permis de s'exprimer ainsi, on peut dire que Clarin de la Rive fut un authentique initié au mystère de cet antimaçonnisme qui prenait à la lettre la présence du diable dans les loges et qui avait alors un certain nombre de partisans parmi les catholiques les plus batailleurs. Ce statut particulier doit avoir pesé d'un certain poids dans sa décision d'engager Guénon comme collaborateur. En ce qui concernait les domaines occultistes et maçonniques, avec des prétentions non seulement ésotériques mais aussi politiques, Guénon était à lui seul de vivantes archives, donc un élément plus qu'idoine aux yeux de Clarin de la Rive. À propos d'archives d'ailleurs, il ne semble pas totalement invraisemblable que, pour compléter sa documentation, Clarin de la Rive ait pu puiser aux archives considérables accumulées en son temps par l'infatigable Louis Le Chartier. Ce fait expliquerait aussi l'origine d'une partie des informations possédées par Guénon sur ce sujet. À la mort de Le Chartier, survenue le 1er février 1912, ces archives disparurent mystérieusement, au point que son disciple préféré, Henri de Guibert des Essarts, évoquant bien plus tard ses rapports avec son maître, écrivit, je cite, « Comme viennent on ne sait d'où les mouches sur les cadavres pour les ronger, les inconnus s'étaient précipités chez la famille du défunt et pour quelques deniers avaient acheté les dépouilles dont nul ne sait l'usage qu'ils ont pu en faire. » Petite parenthèse, ça me rappelle un petit peu l'affaire Irène Hilaire-Langer, qui est morte bizarrement en 1920 après avoir écrit Voyage en kaléidoscope, et dont Serge Hutin soutient que de mystérieux émissaires auraient acheté partout en France le stock disponible afin de cacher ce qui était révélé aux gens. Fin de la parenthèse. De la bibliothèque et des archives de Le Chartier, ses amis, tardivement informés de sa mort, ne trouvèrent que des chemises vides. Or, l'un des rares hommes au courant des étranges activités de Le Chartier, activités menées dans la région de Toulouse, n'était autre que Clarin de la Rive, qui avait en outre dans le Midi quelques connaissances susceptibles de l'informer sur le cours de certains événements. Il n'est donc pas hasardeux de supposer que parmi les mouches, entre guillemets, pour s'en tenir à la métaphore de Guibert, il y avait, sinon de la Rive, du moins l'un de ses bons amis. Par la suite, Clarin de la Rive aurait mis ses documents à la disposition du jeune Guénon, lui permettant ainsi de rédiger, entre autres choses, son grand travail sur les sociétés secrètes qui fut plus tard publié dans La France antimaçonnique. C'était aux conséquences de cette initiative que devait penser dans les années 30 Olivier de Frémont, quand, cherchant à s'expliquer la version manifestée par certains envers son ami Guénon, il lui écrivait, je cite, « Ce que vous avez fait avec Clarin de la Rive, contre les théosophistes notamment, n'a pas été étranger aux intrigues dont vous avez été et pourriez être l'objet de la part de certains occultistes. Le raisonnement logique, chronologiquement cohérent, n'est pas le seul facteur conférant une certaine crédibilité à cette hypothèse. Il y a aussi quelques indices plus convaincants, que nous examinerons plus loin et qui ont pour source Guénon lui-même. Il y a en outre les mots de Clarin de la Rive, parus dans La Femme du 30 mai 1912. Une bonne fortune, inestimable et providentielle, nous permet d'annoncer à nos lecteurs que la France antimaçonnique commencera prochainement la publication de la liste documentée et explicative des principales sociétés secrètes. Si l'on s'appuie sur l'enchaînement chronologique des faits, on pourrait penser qu'il existe un lien entre le décès de Le Chartier, la disparition de ses archives et l'abandon par Guénon de son expérience néognostique avec la décision d'arrêter la publication de la gnose.
C'est en effet en février 1912 que paraît le dernier numéro de cette revue, ce qui laisse tout penaud les abonnés, à juste titre irrités, et ce qui sème le désarroi parmi les collaborateurs. Cette décision reflétait au fond une partie des convictions de Guénon et une façon d'agir discutable, en particulier son indifférence envers certains droits fondamentaux de ses lecteurs et le peu de considération qu'il avait pour ses confrères. Quand Guénon estimait opportun de changer son fusil d'épaule, il ne se sentait pas obligé de fournir la moindre explication. Dans le cas qui nous occupe, il soutiendra bien des années plus tard avoir arrêté la gnose pour être tranquille en famille, claire allusion à sa nouvelle condition alors d'homme marié à une catholique fervente. On verra que cette justification, qu'il aurait plutôt dû fournir en temps opportun, ne vaut pas grand-chose. En réalité, Guénon travaillait désormais à temps plein pour Clarin de la Rive, inaugurant ainsi une période heureuse qui allait imprimer un tournant décisif au cours de sa vie. Si l'on suit la chronologie mentionnée plus haut, il faut donc faire remonter le début de la collaboration Clarin de la Rive-Guénon au premier mois de l'année 1912. Mais nous avons expressément parlé de temps plein, car la collaboration peut avoir commencé plus tôt sous une forme occasionnelle. En effet, en octobre 1911, Guénon avait déjà écrit, pour cette revue antimaçonnique, un petit article intitulé « Un côté peu connu de l'œuvre de Dante », contribution d'où l'on peut déjà tirer un premier indice, démontrant qu'il voulait se conformer à une thèse soutenue par les amis de Clarin de la Rive. On lit aussi dans le même numéro des notes et un écrit signé du frère E de Ribeaucourt, qui sont sans doute de sa plume, signe évident que la coopération, tout en étant encore à temps partiel, avait déjà adopté un caractère régulier, à la recherche d'un pouvoir occulte. Parler dans le même temps de Guénon et de documents, mais les dossiers dont il a été question rentrent certainement dans cette catégorie, et chose on ne peut plus embarrassante, Guénon ayant entretenu avec cette source d'information un rapport plutôt contradictoire. D'un côté, il les jugeait presque superflus, regardant de haut les pauvres mortels obligés de recourir pour leurs travaux à des pièces justificatives, privés de dignité métaphysique. De l'autre, il ne renoncera jamais, quand l'occasion se présentera, à menacer de recourir à un élément de ce genre pour mieux se défendre au cours d'une polémique. Son comportement en l'espèce est partiellement justifiable, car pour exposer une doctrine ou illustrer le caractère symbolique d'un mythe, il n'est pas toujours nécessaire de recourir à des documents écrits, qui souvent finissent par conférer au sujet traité quelque chose de conventionnel et même de bureaucratique. Mais quand il s'agit d'histoire ou même seulement d'actualité, les choses se présentent tout autrement. Dans ce cas précis, aucun auteur ne devrait se dispenser de fournir les preuves documentaires de ses affirmations, preuves dont il n'est absolument pas dit qu'elles doivent toujours avoir l'écrit pour origine. C'est ce qui arrive par exemple dans le cas cité par Guénon lui-même à propos d'une certaine organisation, qui en tant qu'elle était vraiment et sérieusement secrète, ne laissa jamais derrière elle des documents écrits. Fin de la citation. Il est évident que dans des circonstances de ce genre, les documents seront remplacés par des éléments d'un autre ordre, comme des témoignages directs, des traces indirectes des activités de ses membres, l'implication de personnalités bien définies dans certains épisodes, etc. Les documents en général, René Guénon en a fait grand usage, à partir précisément de la période de la collaboration à la femme. Mais il s'en est servi à sa façon qui n'était pas toujours la plus heureuse. En dépit de son mépris pour les polémiques, il a souvent eu recours à ces documents d'une manière qu'on pourrait dire par euphémisme impropre, en général pour faire taire un adversaire devenu trop dangereux ou trop audacieux. On en a une illustration au début des années 30, à l'occasion de sa virulente polémique avec la RISS, même si ces menaces restèrent sans suite, ce qui a conduit certains, comme M.F. James, à penser qu'il n'y avait rien de concret derrière. C'est une conclusion hâtive, bien que partiellement justifiée par le style volontairement énigmatique de Guénon, lequel devait cependant avoir d'excellentes raisons de rester dans le vague. Sa façon de procéder, guère embarrassée de scrupules envers les droits du lecteur, n'était pas dictée, du moins en cette occasion, par l'absence de preuves matérielles, mais par une obscure stratégie que lui imposaient les circonstances. En 1914, alors qu'il était un illustre inconnu, protégé par l'anonymat, n'ayant donc aucunement besoin de se défendre contre une attaque personnelle, il disait à propos d'un écrit de Henri de Guilbert, et non des travaux anti-occultistes de Laris, comme l'affirme M.F. James, je cite, « Il y a longtemps que nous sommes fixés sur la valeur de ce genre de travaux, nous en connaissant fort bien l'origine et l'inspiration. » Cette phrase n'est certes pas importante en soi et ne sert pas à grand-chose pour comprendre le vrai sens de ces diatribes énigmatiques. On ne l'a reproduite que parce qu'elle contient deux adverbes dont l'un semblerait
pouvoir remettre en cause l'ordre chronologique sur lequel on s'est appuyé jusqu'ici pour expliquer la collaboration de Guénon à la femme. Les deux termes en question sont fort bien, qui se rapportent à la connaissance profonde de certains aspects de l'affaire Taxil-Le Chartier, que Guénon prétendait posséder, et longtemps, encore plus significatif, puisqu'il s'agit d'une allusion explicite à leur contexte temporel. On doit comprendre, chose que du reste Guénon confirmera implicitement bien des années plus tard, qu'il revendiquait à propos de ses coulisses une expérience directe remontant à un passé qui, même compte tenu de son jeune âge, lui apparaissait comme assez lointain. Avec ce longtemps, Guénon pensait-il aux événements d'à peine 2 ans plus tôt, ou bien faut-il remonter nettement plus en arrière? Éventuellement, à une période qui précède les débuts de ses carrières occultistes à Paris, entamées dans l'école hermétique de Papus vers 1905, au point de coïncider avec ses expériences de jeunesse? Je vais arrêter la lecture ici parce que j'ai perdu, figurez-vous, la page où j'étais complètement. Alors il faut que je recherche ça. De toute façon, c'était une bonne première partie. Je vous dis à très très vite pour une deuxième partie. À très bientôt.